Ici, la voix de l'Amérique. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Carnage en Nouvelle-Zélande où un extrémiste de droite a tué au moins 49 fidèles dans 2 mosquées. Retour sur cet événement tragique dans ce journal. Le Malawi a les pieds dans l'eau. Quelques 200 000 personnes sont déjà déplacées après les inondations qui ont touché la moitié des 28 districts du pays. Présidentielle de 2020 ici aux États-Unis, la liste des candidats démocrates s'allonge. Beto O'Rourke, jusqu'à récemment peu connu au plan national, est entré dans la danse. Bonsoir. C'est une onde de choc qui s'est abattue sur la Nouvelle-Zélande ces dernières heures. Un extrémiste de droite équipé d'armes semi-automatiques a tiré à bout portant ce vendredi sur les fidèles dans 2 mosquées de la ville néo-zélandaise de Christchurch. L'auteur de la tuerie a publié au préalable un manifeste raciste sur Twitter avant de diffuser en direct des images vidéo des attaques. La police néo-zélandaise a demandé à la population de ne pas partager les images de ce carnage dans lequel 49 personnes ont péri et des dizaines d'autres blessées. Les précisions avec Dili Diko. La première ministre Jacinda Ardern a décrit l'une des journées les plus sombres jamais vécues par la Nouvelle-Zélande, réputée paisible. Qualifiant cet attentat de terroriste, elle a souligné qu'il était aussi le plus meurtrier contre des musulmans dans un pays occidental. Il s'agit d'un acte de violence sans précédent, un acte qui n'a absolument aucune place en Nouvelle-Zélande et qui ne représente pas ce que nous sommes. Le tireur présumé, un Australien de 28 ans, a été arrêté et inculpé de meurtre. 2 autres hommes ont été également arrêtés en lien avec ces fusillades. L'assaillant a diffusé les images de ces attaques en direct sur les réseaux sociaux où on le voit tirer sur les blessés à bout portant alors qu'ils tentent de fuir. Un témoin raconte. En Nouvelle-Zélande, les habitants sont choqués par cet acte et dénoncent la lâcheté de ce crime. Ce sont des gens qui sont égarés dans la vie. Ce sont des lâches. Ce sont des gens qui choisissent un pays qui est l'un des plus pacifiques pour faire ce genre de choses et tenter de créer le chaos. L'attentat a suscité une vague de condamnation dans le monde, du pape François à la reine Elisabeth II, en passant par le président américain Donald Trump, son homologue turc et les pays du Golfe arabo-persique. Pour comprendre un peu les motifs de tels actes, accueillons à présent Moustapha Tossa. Il est journaliste et analyste politique. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Qu'est-ce qui, de votre point de vue, peut expliquer ce qui vient de se passer en Nouvelle-Zélande? Ce qu'il explique de prime abord, c'est qu'on assiste à une montée d'un mouvement qui s'appelle les suprémacistes blancs, qui est très actif aux États-Unis et dans un certain nombre de pays, et qui semble réagir pour contrecarrer une théorie française qui a été développée par un écrivain et un intellectuel français qui s'appelle Renaud Camus et qui parle du grand déplacement. Ça veut dire qu'il y a une dynamique de l'histoire qui vise par la crise migratoire à déplacer les populations africaines ou arabes vers les populations européennes. Et donc il y a un mouvement pour lutter contre ça, en faisant appel à la violence et au terrorisme. Alors, ce qui était étonnant, c'est que ça arrive dans un pays réputé calme et tranquille comme la Nouvelle-Zélande, mais il y a des craintes que ce genre d'accident, ce genre d'incident terroriste, ce genre d'opération terroriste ne puisse arriver ici en Europe. Justement, la Nouvelle-Zélande n'est pas un cas isolé. On a vu ces dernières années une montée en puissance de l'extrême droite. Qu'est-ce qui favorise une telle montée et que faut-il faire pour freiner cet extrémisme?
Alors, ce qui favorise une telle montée de l'extrême droite, c'est certainement la présence de forces politiques qui jouent sur les instincts violents et meurtriers d'un certain nombre de déséquilibrés mentaux pour les pousser à commettre des attentats. Et il y a une instrumentalisation politique de la peur et de l'angoisse et de la xénophobie qui aboutit à ces opérations. En France, par exemple, une des grandes craintes des services de sécurité françaises, c'est de voir ce type de scénario néo-zélandais arriver en France. Récemment, un grand ponte des services de sécurité français a été auditionné par le Parlement, par une commission du Parlement français, et il avait dévoilé que sa grande hantise, son obsession, c'est qu'un fou entre dans une mosquée et commette un carnage. Alors, ce scénario-là est arrivé en Nouvelle-Zélande et on craint qu'il arrive aussi en Europe. En quelques mots, comment se protéger dans un contexte pareil? Dans un contexte pareil, c'est exactement la même stratégie qu'on a adoptée pour essayer de se protéger du terrorisme islamique incarné par Daesh. Il faut une coopération internationale, une coopération entre services pour identifier les personnages capables de passer à l'acte dans ce genre de situation. C'est la coopération entre les pays et entre les peuples qui peut nous faire éviter un tel carnage. Moustapha Tossa, merci pour votre disponibilité. Je rappelle que vous êtes journaliste et analyste politique. En République démocratique du Congo, le sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, Tibor Nagy, a donné une conférence de presse cet après-midi à Kinshasa, point d'orgue d'un périple de 48 heures commencé à Goma, dans l'est du pays. Interrogé par notre correspondante Anastasie Tudièche sur les contours que prendra la coopération américano-congolaise, M. Nagy s'est montré enthousiaste, mais avec quelques précautions. On l'écoute. Les sociétés américaines vont là où une opportunité se présente, ce qui veut dire que les contrats doivent être honorés. Qu'en cas de litige, le juge départagera de manière impartiale et non pas en faveur de celui qui a donné le plus de bakshish. C'est un contrat mutuel. D'un côté, j'encourage fortement les entreprises américaines à venir ici. De l'autre côté, le pays doit mettre en place un environnement accueillant pour les entreprises américaines comme pour les autres. Et la pression qui ne faiblit pas en Algérie, une foule impressionnante a manifesté dans le centre d'Alger ce vendredi contre la prolongation du mandat du président Abdelaziz Bouteflika au-delà du terme prévu. Il s'agit du 4e vendredi consécutif de contestation massive contre le chef de l'État algérien qui a annoncé lundi le report de l'élection présidentielle prévue le 18 avril. Le nombre exact de manifestants est difficile à établir, ni les autorités ni les protestataires ne communiquant des chiffres. La mobilisation semble similaire à celle du vendredi précédent, jugée exceptionnelle par les médias et analystes algériens. L'enquête sur les causes du crash du Boeing 737 MAX 8 en Éthiopie, passant par l'analyse des boîtes noires de l'appareil, a débuté ce vendredi à Paris. Elle devrait permettre d'élucider les causes de l'accident dans lequel 157 personnes sont mortes dimanche. L'organisme américain chargé de la sécurité dans les transports a de son côté dépêché 3 enquêteurs en France pour participer aux travaux. Une procédure habituelle, l'avion qui s'est écrasé étant celui d'un constructeur américain. Et ajoutons dans le même registre que le président américain Donald Trump et le Premier ministre éthiopien se sont mutuellement présentés leurs condoléances ce vendredi. Au Malawi, quelques 200 000 personnes ont été déplacées par les inondations qui ont touché la moitié des 28 districts du pays. Mercredi, le gouvernement avait enregistré au moins 56 morts et plus de 500 blessés. Les météorologues ont averti qu'il y aura encore davantage de pluie. La Mecque Massina était à Zangé, l'un des districts les plus touchés par ces inondations. Le point avec Irénée Herman Umbo. District de Sangé dans la région sud du Malawi. Dans ce camp de regroupement cohabite une partie des 200 000 Malawites
qui ont été forcés de quitter leur foyer à la suite des inondations qui ont endommagé des routes, détruit des barrages et tué du bétail. Les victimes racontent leur mésaventure. Nous étions profondément endormis quand j'ai été réveillé par un bruit assourdissant. J'ai automatiquement réveillé tous les autres et on a découvert qu'il s'agissait d'un mur de notre maison qui s'est effondré. On s'est ensuite réfugié immédiatement dans la maison du chef jusqu'au lendemain matin avant qu'on ne nous installe dans ce camp. L'eau qui envahissait sa maison avalait presque tout sur son chemin. Mais il a réussi à s'échapper avec ses 2 enfants. Nous souhaitons que des gens de bonne volonté nous fournissent de la nourriture, des couvertures et qu'ils nous aident aussi à aménager un endroit sur les hauteurs pour nous réinstaller. Le président du Malawi, Peter Mutharika, a déclaré 14 districts jaunes sinistrés, lançant un appel urgent à l'aide. Mais les humanitaires n'arrivent pas vraiment à distribuer les équipements de secours à cause de la dégradation des voies d'accès. Nous devrions, je crois, appeler notre base pour nous aider avec un hélicoptère afin que nous puissions transporter certains articles de secours dans les camps où l'accès par voie terrestre est impossible. En attendant, des agents de santé communautaires ont été déployés dans les camps pour soigner les patients et conseiller les gens sur les pratiques permettant de prévenir les épidémies. Les experts en météo disent que ces inondations ont été provoquées par le cyclone tropical qui a frappé le Mozambique voisin. Autre lieu, même situation, le cyclone tropical Idai a causé vendredi d'importants dégâts sur la ville côtière mozambicaine de Beira, dans le centre du pays et sa région, quelques jours après des pluies diluviennes qui ont déjà fait plus de 60 morts dans le pays. 4e ville du Mozambique, Beira et ses 500 000 habitants restaient largement coupés du monde ce vendredi. Un ancien parlementaire du Texas, Beto O'Rourke, est le dernier venu sur la scène présidentielle démocrate. O'Rourke était peu connu au niveau national avant de mettre au défi le sénateur républicain Ted Cruz en novembre dernier. Il espère maintenant profiter de cette rapide notoriété pour remporter la course à la Maison-Blanche en 2020. Le correspondant national de VOA, Jim Malone, nous dresse son portrait. Le récit est de Salwa Jafari. Je me présente pour vous servir en tant que président des États-Unis d'Amérique. Je vous remercie. Après des mois d'anticipation, l'ancien parlementaire du Texas, Beto O'Rourke, a lancé sa campagne présidentielle dans l'Iowa avec une vidéo en ligne. Nous sommes vraiment maintenant plus que jamais le dernier grand espoir de la Terre. À 46 ans, O'Rourke apporte son exubérance juvénile et ses prouesses en matière de collecte de fonds à ce qui est déjà une arène présidentielle bondée et diversifiée chez les démocrates. À la Maison-Blanche, le président Donald Trump a déclaré qu'il était prêt à affronter n'importe quel candidat démocrate l'année prochaine, qu'il s'agisse de O'Rourke ou de quelqu'un d'autre. Je n'ai jamais vu autant de gestuels de la main. J'ai dit, est-il fou ou est-ce juste une façon d'agir? Donc je pense que ça va être dur. Mais vous savez quoi, qui que ce soit, ça ne fait aucune différence pour moi. O'Rourke rejoint un groupe varié de candidats qui reflète une gamme de points de vue politiques allant du centriste à l'ultralibéral. Je pense que nous allons assister à un débat animé sur des idées et des thèmes, plus que nous l'avions vu en 2016, et d'une manière que nous n'allons certainement pas voir du côté républicain. Le nouveau candidat est en faveur de l'assurance santé pour tous, de la protection des immigrés et de la lutte contre le changement climatique. Il apporte également de la passion à la course, mais devra faire face à des candidats établis comme le sénateur Elizabeth Warren. Mais certains démocrates sont peut-être à la recherche d'un outsider pour affronter Trump l'année prochaine. Londres doit apporter une proposition claire sur le Brexit d'ici au sommet européen des 21 et 22 mars, a indiqué vendredi la présidence française au lendemain du vote des députés britanniques pour un report de la sortie de l'Union européenne. Sans clarté, il n'y a pas de solution, relève la présidence française, selon laquelle Londres a le choix entre l'approbation du plan de la première ministre Theresa May, un plan alternatif clair ou une sortie sans accord de l'Union
qui s'impose s'il n'y a pas d'alternative possible. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. C'est un immigrant pakistanais, musulman. Il est arrivé aux États-Unis jeune. Il est à la tête d'un restaurant qui aide à nourrir les sans-abri. En Afrique du Sud, gros plan sur Vuyi Zondi, une jeune entrepreneuse qui a décidé de se lancer dans le monde des cosmétiques. Et dans Culture Hebdo, nous avons rendez-vous avec Fabregas, le métis noir. L'artiste congolais nous parlera de Roulage, une des chansons de son prochain album. Béatrice Essoise, Paolo Dos Santos guerrier, le virus. C'est vendredi et c'est l'heure de Culture Hebdo, votre rendez-vous hebdomadaire. Et avec le même plaisir, je reçois Roger Muntu. Bonsoir et bienvenue. Je vais changer mon nom, il n'y a pas de problème. Bonsoir, Jad. Bonsoir, Roger. Bonsoir, Jad. Alors, l'acteur Jussie Smollett plaide non coupable de fausses plaintes. Oui, John, l'acteur américain Jussie Smollett, accusé d'avoir menti à la police en affirmant avoir été victime d'une agression homophobe et raciste en janvier, a plaidé jeudi non coupable devant un tribunal de Chicago. Le chanteur et comédien de 36 ans, noir et homosexuel, est poursuivi pour dépôt de fausses plaintes considérées comme un délit grave. La police l'accuse d'avoir inventé cette agression en vue de faire avancer sa carrière. Selon l'acte d'accusation, il s'estimait mal payé pour son rôle dans la série et espérait ainsi doper sa notoriété. Jussie Smollett clame son innocence. Son avocat Tina Gladian a dénoncé mardi les mauvaises informations qui entourent cette affaire. John, let's wait and see, comme on dit. Une autre affaire, celle de Louis Vuitton, qui efface les références à Michael Jackson de sa dernière collection. Exactement, face aux allégations de pédophilie ressurgissant après la diffusion d'un documentaire choc sur Michael Jackson aux États-Unis, la marque Louis Vuitton a décidé, John, d'effacer les références au roi de la pop, fil conducteur de sa collection présentée courant janvier. La marque de luxe a fait savoir dans un communiqué transmis jeudi à la presse qu'elle ne commercialiserait aucun produit qui comporte des références directes à Michael Jackson, diffusé début mars sur la chaîne américaine HBO. Le documentaire d'une durée de 4 heures donne la parole à 2 hommes qui évoquent des abus sexuels subis de la part du chanteur pendant des années, pendant qu'ils étaient mineurs. Ce n'est pas, John, pour la première fois que Michael Jackson est accusé de pédophilie, mais le format du documentaire avec le long témoignage précis devant la caméra qui se corroborent les uns les autres projette cet artiste une lumière plus crue que jamais, John. Alors, un artiste annoncé et dont on va parler, c'est l'artiste congolais
Fabrega, le métis noir, j'aime bien cette expression de métis noir. Ouais. Il nous parle de Roulage, une des chansons de son prochain album. Exactement, il est encore en train de travailler sur cet album. John, fin 2018, Fabregas avait déjà décidé de sortir 2 titres, Roulage et Bis encore, de son nouvel album cible prévu cette année. Le maestro aussi, comme il aime bien qu'on l'appelle, est donc en train de bosser dur sur son prochain album. Il est en studio, comme je venais de le dire, avec ses musiciens. Il était notre invité dans notre émission Vous et nous pour nous parler de Roulage. Suivant. Danse en fait, j'étais inspiré, j'étais en route, je partais à la répétition une fois. Les roulages, c'est les polices routiers. Ouais, les roulages, ouais. C'est eux qui nous permettent, c'est eux qui nous permettent la circulation facile. C'est-à-dire, on nous aide à traverser. Une fois, je partais à la répétition, j'étais même en retard. Il y a un roulage qui m'a dit Fabregas, écoute, je peux voir le document de ta voiture et tout. J'ai sorti le document. Je lui ai montré le document. Il voit que je suis en ordre, en fait, mais le Joe, il ne voulait pas que je passe, en fait. Il commence à chercher tu vois. Moi, j'ai dit, mais tonton, je suis en retard. Il me dit, non, en fait, tu es en ordre, mais les Franskés, je t'aime beaucoup. Voilà. J'aime ta musique, j'aime ce que tu fais, laisse-moi profiter. Mais voilà. Donc, c'est des gens qui m'ont inspiré, et l'air gestuel. Ouais, le gestuel. Quand on a fait notre photo, il a fait les gestuels. Tu peux passer, je passe. Et c'est ce qu'on va voir d'ailleurs. J'ai compris que c'est les gens qui nous aiment, c'est les gens qui nous aident à une bonne circulation et pourquoi pas les rendre hommage au moment où on a la force. Ils nous aiment pour ça. Fabregas, nous t'aimons aussi. Merci pour le boulot que tu continues à faire en tout cas. Beaucoup de courage. Nous sommes derrière vous. On regarde tout ce que vous êtes en train de faire. Merci Fabregas pour le temps et on finit avec le morceau Roulage. Roulage. Arnaud Technologie numéro 1. Béatrice Essoise, Paolo Dos Santos Guerrier, Levier Richard Gracia, Flori Aquala, Darius Aquala, l'homme à la troupe des cerveaux. Facile à danser en tout cas, facile à danser John. Il était notre invité dans notre émission Vous et nous, que vous allez peut-être suivre cette semaine sûrement pour suivre l'intégralité même de notre interview. Et tout de suite, place à notre agenda culturel. Voilà, John. Merci, Roger. Merci, et à vendredi prochain. Merci. C'est l'histoire d'un immigrant pakistanais qui est arrivé aux États-Unis en tant que jeune adulte appauvri. Aujourd'hui, il aide à nourrir les sans-abri et les nécessités dans son restaurant prisé de Washington, D.C. En tant que musulman, il dit suivre la volonté de Dieu en servant ses semblables avec ce qu'il a. Dans son cas, c'est de la nourriture qu'il offre et bien plus encore. Un sujet de Julie Tabot, rendu ici par Arzuma Compaoré. Dans ce restaurant à l'allure ordinaire, situé à quelques pâtés de maison de la Maison-Blanche, quelque chose d'extraordinaire se produit chaque jour. Des repas gratuits sont offerts à quiconque en a besoin. L'immigré pakistanais Qazi Manan est le propriétaire du restaurant. Il dit que c'est sa façon de respecter les principes de sa religion. Je sais que ce que je fais plaît à Dieu parce que je le fais avec un cœur pur, avec l'intention d'élever les autres sans chercher aucune récompense ni aucune reconnaissance. Je veux juste lui plaire. Pour Qazi, au Sakina Halal Grill, qui porte d'ailleurs le nom de sa défunte mère, tout le monde est traité comme un membre de la famille. C'est un saint, c'est un homme magnifique et il est si serviable. Mon ventre grondait, je cherchais un miracle et il est apparu. Il m'a donné une carte et m'a invité à un restaurant pour le déjeuner. J'étais tellement bouleversé et heureux que j'avais hâte de venir ici. Depuis lors, je viens régulièrement. C'est plus qu'un déjeuner. Il vous donne assez pour vous nourrir pour le reste de la journée, je pense. La nourriture est excellente, les gens sont gentils. Cela ne me dérangerait pas de travailler ici. Qazi estime avoir fourni plus de 80 000 repas gratuits depuis l'ouverture du restaurant en 2013. Mais ses clients payants restent son activité principale.
Une chose est sûre, il entend continuer à aider à nourrir le corps et l'âme de tous ceux qui franchissent la porte de son restaurant. Bonne initiative donc. Il existe un groupe particulier de vidéastes qui se rendent dans certains des quartiers les plus dangereux des États-Unis. Leur but, documenter et raconter la réalité des gens vivant dans ces bastions de gangs, que ce soit à Chicago, Los Angeles ou même dans une ville comme Fort Worth au Texas. Sean Cotton est l'un de ces documentaristes donc, dont nous parle Kevin Enoch. Son reportage est repris ici par Claire Morin-Gibault. Sean Cotton est à Fort Worth, au Texas, pour interviewer un rappeur nommé 30 Rich. Mais Cotton sait qu'il s'agit d'une zone dangereuse contrôlée par les gangs. Fort Worth, c'est comme les années 90. La guerre des gangs est encore de vigueur. C'est comme les années 90. Alors on verra. Quand Cotton rencontre 30 Rich, dont le vrai nom est Wayne Walker, il n'a pas peur de lui poser toutes sortes de questions. C'est un quartier de Crip, n'est-ce pas? Partir dans des endroits où les autres vidéastes ne vont pas, interroger toutes sortes de personnes, cela fait partie des raisons qui font de l'activité télévisée de 7 Cheese TV de Cotton un succès croissant. Je déteste devoir apporter ça avec moi parfois. Je suis autorisé à porter une arme. Je ne l'avais pas jusqu'à ce que Jacques soit tué. Zach, c'est Zach Stoner, qui dirigeait une chaîne populaire sur YouTube relatant la vie culturelle des Noirs dans les rues de Chicago. Il a été tué par balle au volant lors d'une fusillade l'année dernière en mai, une affaire encore non résolue. Et Cotton dit que sa mort a montré à quel point ce travail peut être dangereux. Je la porte pour des raisons de sécurité. Vous savez, après que mon pote Zach TV a été tué, je me suis dit que je serais plus en sécurité lorsque je vais faire des interviews dans des milieux pauvres. Cotton a vu certains des jeunes artistes de rap qu'il a interviewés obtenir des contrats d'enregistrement et il affirme également que ces vidéos montrent un aspect de la vie qui ne se voit jamais dans les médias grand public. La page YouTube de Cotton compte plus de 400 000 abonnés. Poursuivons avec l'aventure de Vuyi Zondi, jeune sud-africaine. Après avoir lutté contre l'acné pendant de nombreuses années en utilisant de nombreux produits chimiques, seul le savon noir ghanéen en est venu à bout. Elle a donc décidé de se lancer dans le monde de la cosmétique. Raïssa Girondin. Des produits plus naturels. C'est le créneau de cette jeune sud-africaine. Son acné persistante l'a incitée à revoir la composition de ses produits de beauté. J'ai fait de l'acné pendant 8 ans. J'ai consommé beaucoup de choses à base de produits chimiques, mais c'est trop fort pour ma peau. J'ai donc commencé à utiliser du savon noir africain qui m'a convaincue. Cette expérience personnelle s'est transformée en une passion, puis j'ai vu sa valeur commerciale. Les femmes sud-africaines se tournent de plus en plus vers des produits naturels. La majorité les identifie comme plus actifs et moins chers que les produits traditionnels. Quand j'étais petite, ma mère utilisait des produits naturels. Elle utilisait donc les graines d'avocat et disait que ça ouvre les pores de la peau. Et même le citron, ça permet de garder votre peau fraîche. Étant donné que j'ai un problème de peau grasse, ça m'aide beaucoup. Les magasins en ressentent également l'effet. Il y avait une demande des clients pour des produits plus naturels tels que le savon africain, le curcuma et j'en passe. Le marché des cosmétiques pèse de plus en plus lourd en Afrique, mais celui du naturel semble voir un avenir radieux. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouverai donc la semaine prochaine. On fait un clin d'œil à nos amis d'Africable au Mali. Demain est un autre jour. Excellent week-end à toutes et à tous.